c'est vraiment ça ma spécificité. Et comme j'ai quand même fait des études et j'ai quand même formé mon cerveau gauche à une certaine gymnastique minimale, je ne suis pas trop bancale de ce côté-là non plus. Mais j'ai quand même développé préférentiellement mon cerveau droit, c'est-à-dire que donc je viens du monde artistique. Et quand je vois le titre de ce colloque, une nouvelle conception du monde et de la science de l'homme, j'ai tout de suite envie de dire que je n'aurais pas mis ce titre, j'aurais mis une nouvelle conception du monde et de la conscience de l'homme. Donc je vais vous parler aujourd'hui de la conscience. Et je vais vous en parler, mais vous allez aussi faire une expérience. Parce que ce qui va changer la science, c'est la conscience. Elle ne va pas se changer toute seule, comme ça. Tout à l'heure, Jean-Pierre Carrel disait que certains scientifiques ne veulent pas voir ce qu'ils ont en face. Moi, je dirais c'est qu'ils ne peuvent pas le voir. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas. Parce que d'ailleurs, ce matin, on a vu des galaxies, tous les niveaux de communication, des galaxies jusqu'à l'homme, jusqu'à la cellule, qui ont des champs de résonance constants. L'information passe constamment. Mais pour que nous ne la déformions pas, pour que nous ne la parcellisions, enfin bref, pas, encore faut-il que notre champ de conscience soit ouvert. Alors, une autre chose que j'ai notée, c'est qu'on parlait beaucoup de voir. On a beaucoup montré les choses et on s'est beaucoup servi de ses yeux. Et moi, dans ma démarche, je me suis servi de mes oreilles. Alors j'ai découvert forcément un monde complètement différent de celui qui s'offre sous nos yeux. Et dans l'expérience que je vous offrirai tout à l'heure, je vous demanderai de fermer les yeux, justement, et de vous mettre à l'écoute avec vos oreilles, et d'entrer en résonance avec la musique que vous entendrez d'une toute autre façon que ce que vous faites quand vous regardez un schéma. Alors je voudrais aussi dire, et j'insiste un petit peu là-dessus, parce que je sens que je suis ici dans ce colloque pour ça, que c'est ça mon rôle, qu'on aura beau savoir tout ce qui se passe, l'unité du monde, l'unité depuis les galaxies les plus éloignées, on s'apercevra vite qu'elles ne sont pas du tout éloignées, puisqu'il n'y a pas de distance, il y a une instantanéité de l'information. Mais apparemment, justement, éloignées, parce que nous les regardons à travers notre œil et à travers des télescopes, on aura beau savoir qu'il se passe les mêmes choses au niveau de notre sang. Je trouve que c'était tout à fait remarquable ce que M. Thieu nous a montré. On aura beau connaître tout ça avec notre mental, on aura beau faire des schémas, ça ne changera absolument pas notre niveau de conscience. Ce sera encore de la connaissance, ou plutôt du savoir stocké, comme dans un ordinateur. Mais nous ne sommes pas sur Terre pour stocker l'information. Nous sommes sur Terre pour être en résonance avec le reste de l'univers et avoir notre place de juste résonateur, créateur, co-créateur. Et je dirais que l'homme du 3e millénaire, c'est ça son but. Et c'est ça la grande mutation qui nous attend. Alors forcément la médecine sera transformée par ça, parce qu'il n'y aura même plus de médecine, il n'y aura plus de sciences séparées, avec la vie d'un côté, chacune des sciences séparées dans son coin, la médecine, alors on va voir maintenant quand on est malade, mais quand on est malade, et même si on ne va pas voir le médecin, les idées qu'on a, elles sont affectées par cet état de maladie. Donc vous voyez bien que si on ne se transforme pas nous-mêmes, si on ne transforme pas notre conscience, notre façon d'être, notre niveau, si on n'élève pas notre niveau vibratoire de manière à être à notre juste place dans le cosmos, il ne se passera pas grand-chose. Et c'est là que nous avons une grande responsabilité. Parce que nous sommes, j'en suis persuadée, et je le dis par ma propre expérience, nous sommes co-créateurs de l'univers. Nous ne sommes pas seulement des créatures, et nous ne sommes pas seulement des chercheurs dans des laboratoires, et nous ne sommes pas seulement des citoyens. Nous sommes une représentation du cosmos avec l'infiniment petit et l'infiniment grand,
on pourrait figurer ça par un hologramme, parce que c'est l'hologramme qui montre le mieux que tous les points. Je ne veux pas m'embarquer dans des discussions techniques, parce qu'il y a plein d'autres gens qui peuvent expliquer, je ne suis pas là pour ça, mais j'aimerais bien que vous sentiez à quel point, justement, dans un hologramme, chaque point de l'hologramme comporte l'information du tout. Et nous sommes cela, dans nos cellules, notre ADN, par rapport à l'univers. Nous sommes un hologramme de l'univers. Ça veut dire que nous sommes l'univers. Et si chaque point de l'univers est en communication, comme nous l'avons vu ce matin, nous avons donc une responsabilité énorme. Absolument énorme. Mais c'est aussi, c'est pas une responsabilité qui doit nous faire peur ou qui doit nous empêcher. C'est aussi une création. Nous sommes des créateurs. Tous, nous sommes des créateurs. Alors, il y en a qui peuvent mieux montrer ça que d'autres jusqu'à présent. Et je pense notamment aux artistes. Mais je dirais qu'en science, il n'y a pas de découverte majeure s'il n'y a pas de création ou de co-création. Donc, même un scientifique qui fonctionnerait vraiment avec son hémisphère gauche du matin au soir, eh bien, en général, c'est la nuit, quand il ne fonctionne plus avec son hémisphère gauche, il ferme les yeux, c'est là qu'il a les idées créatrices. Et c'est justement parce qu'il n'est pas dans le même état, parce qu'il n'a pas l'œil ouvert, qu'il ne fonctionne plus de la même façon, il se repose, il entre en résonance avec le reste du cosmos, et à ce moment-là, ses ondes cérébrales sont différentes. Et c'est là qu'il y a le sommeil paradoxal, ce qu'on appelle les rêves, mais bon, c'est vite dit, des rêves, on a plein d'expériences de rêves tout à fait différents, et on entre en contact avec d'autres niveaux d'information dans l'univers. Et la nuit remplit notre rôle. Et je pense que quand je dis je pense même pas, je suis certaine, que notre travail dorénavant est de faire ce travail, pas seulement la nuit, quand on dort, mais tout le temps. C'est donc pourquoi je vous parle de conscience. Alors, tout ce que je vous dis, tout ce que je vais vous dire à partir de maintenant, c'est de l'expérimental. C'est mon expérience. Et je n'avais aucune théorie, aucune idée préalable, et je ne vais d'ailleurs pas en faire après. D'autres en changeront si ça les intéresse. Donc, dans ma démarche, un jour, je me suis retrouvée, j'ai rencontré beaucoup de scientifiques très importants dans le monde. Chacun m'a apporté une vision, sa part sacrée, je dirais, sa part sacrée. Et sacré, vous avez compris que sacré, C''A', C''R'2'E, c'est exactement la même chose que sacré. Le sacré, il va pas faire tout seul quelque chose, si nous, on ne fait rien. C'est un mouvement. C'est le mouvement de la création de la vie. Alors, donc tout ce que je vais vous raconter, c'est expérimental. Et j'ai été tout à fait émerveillée de là où ça m'a amené, et bien d'autres avec moi. Mais pour vous dire, je n'avais aucun postulat de départ, je n'avais aucune idée. J'avais par contre une intuition. Je savais qu'il fallait que je travaille avec le son, après avoir travaillé longtemps dans ma vie avec l'image, avec le langage et avec la lumière. Parce que le son, justement, touche, par le fait qu'on n'est pas conscient de l'entendre, touche des zones en nous qui sont très rarement activées et dont on n'a pas conscience qu'elles existent. Donc j'ai perçu un jour, que c'était beaucoup plus puissant. D'ailleurs, vous êtes beaucoup plus attentifs depuis que je vous parle que quand on vous montre des schémas. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Parce qu'on est relié par une vibration, on est en train de regarder quelque chose, de faire quelque chose et de faire autre chose en même temps. Vous comprenez? D'ailleurs, il n'y a même pas besoin de me regarder, ça passera encore mieux. Parce que ce qu'il faut que vous compreniez aussi, c'est que de la même façon que des galaxies à la cellule, la communication passe, entre nous aussi ça passe. Et ce que je dis, je n'ai pas trouvé, j'ai des notes, j'ai rien du tout, je n'ai pas écrit ni un discours, ni j'ai pas de schéma. Donc ce que je dis, c'est issu de nous, de ce champ-là, qui est à l'image de tous les autres. Bon. Alors, un jour donc, mu par une profonde intuition, j'ai senti qu'il fallait que je travaille avec les sons. Et je vais abréger quand même pour pas que ce soit trop long. J'ai commencé à travailler avec des synthétiseurs de son. Pourquoi? Parce que on pouvait générer avec ces synthétiseurs des fréquences sonores
beaucoup plus étendue, dans une gamme beaucoup plus étendue qu'avec un instrument de musique traditionnel. Simplement parce qu'on travaille directement avec des ondes et que donc on n'a pas besoin de... On n'est pas limité par la forme, la substance de l'instrument. Et je me suis aperçue très vite que quand j'écoutais ces sons me transformaient. Je sentais physiquement des énergies différentes. Parfois j'étais glacée, j'avais un froid intense. Parfois j'avais des vibrations qui se manifestaient dans mon corps. Et j'avais surtout un état de conscience tout à fait différent. Je voyageais dans le cosmos. J'avais une connaissance, accès à une connaissance. Alors quand j'ai vu ça, j'ai compris très vite que ces vibrations, qui étaient justement un mode de transport, c'est un mode de transport la vibration, me permettaient d'aller dans plein de points du cosmos et avaient une action sur mon corps. De la même façon que si j'étais partie avec une fusée, le Cap Canaveral, le Cap Kennedy, j'étais allée dans la stratosphère, et là, c'était aussi hors. Bon, tous les cosmonautes qui ont vécu ça, ils sont échappés à l'attraction terrestre, ils sont entrés dans un autre champ. Ils sont d'ailleurs tous revenus transformés. Pas seulement parce qu'ils avaient vu la Terre dans son unicité, et que ça doit être un spectacle parfaitement touchant, c'est d'ailleurs ça qui a commencé à changer la conscience planétaire. C'est quand on a vu que la Terre était une entité, et non plus des petits morceaux coupés avec des frontières et des continents. Mais avec ces sons, je faisais des voyages. Et je revenais transformé. Et mon corps manifestait ces transformations par des réactions chimiques, biochimiques, vibratoires. Et surtout, alors là je vais vous expliquer, petit à petit, j'ai essayé d'aller plus loin, j'ai essayé d'oublier ma peur de l'inconnu. Parce que quand je faisais ça, personne ne pouvait m'apporter d'informations. Je pouvais m'appuyer sur personne, il n'y avait pas de livre qui parlait de ça. Alors, d'un autre côté, j'étais parfaitement libre aussi. Personne ne m'a dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est autrement. Voilà. Or, je savais bien que déjà dans l'Antiquité, depuis très longtemps, on a utilisé le son, on a compris que le son avait des vertus particulières, et notamment thérapeutiques. Mais je ne voulais pas trop savoir ce qui s'était passé, et pour être complètement libre. Donc, dès que j'ai commencé à travailler avec ces synthétiseurs, j'ai eu des expériences vibratoires et des expériences de changement d'état de conscience incroyables, vraiment incroyables, pratiquement instantanées. Alors, pour faire ça, c'est pas seulement d'écouter un son, de générer un son sur un ordinateur, mais de jouer avec les sons, de les écouter, et d'être dans un état où, si j'arrête de jouer, or je ne sais pas ce que je vais jouer, ça n'est pas écrit, je ne suis pas en train de suivre un chemin connu, je suis en face de l'inconnu. Si j'arrête, il n'y aura plus de son, donc il faut que je continue, donc il faut que je reste dans cet état. Et ça m'a permis de développer une capacité à être dans un état de conscience élargi pendant très longtemps, beaucoup plus longtemps que même une simple, je dis simple, c'est pas que c'est moins bien, c'est la même chose, mais avec une méditation sans support, sans ce type de support. Parce que je voulais rester dans ce niveau-là, tellement c'était extraordinaire, et donc il fallait que je continue, il fallait que ça dure. Alors je peux rester une demi-heure, ou plus, une heure, mais moi j'avais aucune expérience du temps. Parfois j'entendais la bande de mon magnétophone, parce que j'enregistrais, parce que je jouais, qui tout d'un coup, c'était la fin, quoi. Ça sautait, et j'avais l'impression que je vais commencer 5 minutes avant. Donc perte dans cet état, il y a perte de notion des repères spatio-temporels. Il n'y a plus ni espace ni temps. Donc on échappe à ce continuum espace-temps dans lequel nous sommes plongés, pour atteindre un autre point, qui est hors de ça. Mais le professeur Duteil vous parlera, je pense assez bien, où on se trouve à ce niveau-là. Bon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'extraordinaire dans cet état? C'était un état, donc
hors espace-temps, et en même temps, on a parlé beaucoup ce matin de la causalité, mais la causalité, elle est liée à l'espace-temps. Dans ce niveau-là, il n'y a pas de causalité. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est moi qui agis, mais je suis en même temps agi. Il y a une conscience de co-événement, co-création, et il n'y a pas du tout ça va trop vite. C'est-à-dire c'est là que ça rejoint aussi ce qu'a décrit quand même le Régis Dutheil, c'est super lumineux. C'est-à-dire que super lumineux, pour moi, ça veut dire instantané. C'est pas que ça va vite, encore plus vite que la vitesse de la lumière. Ça, c'est encore par rapport au temps et l'espace. Là, c'est instantané. C'est l'état de connaissance. C'est ce qu'ont décrit, d'ailleurs, des gens qui ont vécu des NDE et qui sont allés jusqu'au centre de cette lumière ineffable qui apporte l'amour, mais aussi l'information. Mais il n'y a pas besoin de vivre une NDE. Il n'y a pas besoin d'aller si loin. C'est très bien ceux à qui ça arrive. Mais c'est à notre portée d'entrer dans ce niveau-là. Et là, c'est instantané. Il n'y a pas regardeur et regardé. Il n'y a plus de regard. Donc, il n'y a plus de jugement. Donc, il n'y a plus de culpabilité. Donc, il n'y a plus d'erreur. Il n'y a pas d'erreur possible. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est soulageant d'être dans ce niveau où il n'y a pas d'erreur possible. Il n'y a pas de retour en arrière, parce qu'il n'y a pas d'aller en avant. C'est un état de la connaissance immédiate de la lumière, immédiate, absolue. Mais c'est aussi cette connaissance, c'est aussi de l'amour. Il n'y a pas de séparation. C'est-à-dire, c'est à la fois un ressenti et une connaissance globale. Alors, elle n'est pas linéaire, comme notre cerveau gauche fonctionne de façon linéaire, notre regard fonctionne de façon linéaire. Elle n'est pas linéaire. Donc, tout d'un coup, on a un afflux d'informations et on comprend tout. Mais il est illusoire de vouloir le retranscrire d'une façon linéaire. Par contre, alors à ce moment-là, je ne sais plus si c'est le synthétiseur qui me joue, si moi qui joue du synthétiseur, si c'est les galaxies qui se jouent de moi, ou moi qui les actionne. Mais en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'un jour, on cesse de vouloir savoir pourquoi ça commençait par là et ça continuait par là, puisqu'à ce niveau-là, il n'y a ni commencement, ni fin. Et ça permet aussi, l'exercice de cet état permet d'appréhender la vie après d'une façon un peu différente. Je dirais c'est donc un état de lumière. Mais j'emploie pas trop ce terme, je préfère dire de conscience et de connaissance, de co-création totale, parce que si je parle de lumière, vous allez encore avoir référence au regard. Et c'est pas ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. Alors, ça c'est la description de ce qui se passe. Maintenant, quand j'ai fait écouter, au début, de façon complètement expérimentale aussi, la musique, c'est quand même de la musique, elle n'a pas les mêmes, elle n'obéit pas aux lois de la musique connue, et c'est quand même de la musique. Quand j'ai fait écouter ça à des gens, il se passait, tout d'un coup, parce qu'ils entraient en résonance, vous comprenez bien, ils entraient en résonance à travers l'écoute de cette musique, avec l'état de conscience que j'avais en la créant ou en la laissant créer à travers moi. Et donc il se passait plein de choses au niveau de leur corps, au niveau de leurs émotions, au niveau physique, au niveau psychique, des expériences spirituelles, des impressions de... Enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Même plus, beaucoup plus que ce que je pouvais imaginer. Et en fait, donc j'étais très, très étonnée, mais en même temps, il était normal que moi, ayant vécu ces choses au moment de la création, quelqu'un qui entrait en résonance avec le produit de cette création vive à son tour les mêmes choses. Parce que cet état de conscience, de résonance, de cohérence et d'amour, je dirais que c'est la même chose, il est transféré dans les sons. Alors là, on commence à entrer dans un domaine, personne, à l'heure actuelle, ne peut expliquer, ne peut dire comment cette information est transportée et dans quelle part du son elle entre. Mais moi, je peux vous dire par l'expérience, ça fait 10 ans que je fais ce travail, je n'ai pas passé 8 jours, ça fait quand même 10 ans, que c'est une donnée
d'information, de conscience, de lumière et de connaissance, c'est une donnée qui est physique, aussi physique, comme nous sommes aussi physiques. Et que quand cet état est vraiment, c'est un état aussi de dilatation, forcément d'expansion, de chaleur. Quand l'information, on peut appeler ça aussi de l'information, passe totalement, ça augmente l'intensité sonore, sans qu'on touche le bouton d'intensité. Et que quand quelqu'un écoute, ou un groupe écoute, et qu'il n'a pas les capacités d'entrer en résonance avec ce niveau immédiatement, qu'il faut qu'il fasse un déblocage, un débroussaillage, qui se lave à l'intérieur, partout c'est bouché, partout c'est aggloméré et partout c'est coupé en morceaux, à ce moment-là on entend moins le son, l'intensité décroît. Bon. Alors je n'ai pas encore réussi à intéresser des gens, bon, il y a des scientifiques qui sont intéressés à mon travail, et d'ailleurs je remercie Régis Dutheil, et il y a d'autres gens aussi, mais des choses simples comme de pouvoir montrer que cette information de conscience est aussi une denrée physique qui a un volume, j'ai encore pas pu le montrer, et c'est pourtant pas difficile, il suffirait de faire une manipulation très facile. Bon. Donc, voilà, alors ça c'était la première partie de mon périple. Dans la deuxième partie, justement, après des écoutes avec beaucoup de gens, on s'est aperçu, enfin, les gens me redonnaient ce qu'ils vivaient comme expérience. Alors, expérience psychique, expérience émotionnelle, expérience physique et expérience spirituelle. Donc, petit à petit, j'ai, par le décryptage des réponses, le rapprochement des différentes expériences des gens, vu qu'il y avait un schéma là-dedans, ou des schémas, des zones, des repères, des expériences qui se répétaient, et qui concernent à la fois les sons eux-mêmes, c'est-à-dire la bande de fréquence dans laquelle ils sont, les hyper graves, les graves, les médiums graves, les médiums aigus, les hyper aigus, qui semblaient donc affecter différentes couches de celui qui écoute, qui entre en résonance par l'écoute. Mais aussi, selon l'état intérieur, l'état psychique, l'état spirituel et l'état physique de celui qui écoute, il se passe des choses complètement différentes. Alors vous avez bien compris que cet état, il est global, il est unitaire, il est cohérent, il est négantropique. C'est-à-dire que il n'y a pas de désordre, on ne va pas vers le désordre, on ne va pas, c'est comme s'il n'est pas statique, il est dynamique, mais il est un état d'ordre. Celui qui entre en résonance avec ça. Alors on pourrait, simplement vous compreniez, mais c'est pas comme ça, prendre encore une dernière fois une analogie avec visuelle. Si vous avez une lumière laser, qui est une lumière cohérente, qui a donc un comportement bien différent de la lumière du jour, dans cette lumière, les photons vont tous dans la même direction. C'est ça l'état de cohérence. L'état de cohérence et l'état d'unité, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pensée qui traverse, qui détourne, qui va dans un... C'est un seul... c'est ça la cohérence. Si vous mettez en face de cette lumière, vous éclairez un point, vous avez vu la puissance du laser, il peut aller n'importe où, traverser n'importe quoi. Et éclairer n'importe quel point, il n'y a rien qui lui résiste. Et bien c'est pareil avec la musique. Mais selon ce qu'il a en face, vous comprenez, selon l'état de celui qui l'écoute, état que tout le monde ignore, c'est pas la médecine actuelle qui peut diagnostiquer où on en est, parce qu'elle ne diagnostique que la trace physique, je veux dire le dernier niveau, vous voyez, où il y a un problème. Mais ce problème, il a eu sa source longtemps avant. Il a eu sa source dans notre pensée, dans nos sentiments, dans nos émotions. Il a eu sa source à tous ces niveaux-là. Et on n'a pas réglé le problème. On ne l'a pas réglé au niveau de la pensée, on ne l'a pas réglé au niveau du sentiment, on ne l'a pas réglé au niveau des émotions,
on ne va pas régler dans notre vie. Donc à un moment, ce problème, cette disharmonie, cette incohérence, elle se manifeste au niveau physique. Parce qu'il faut qu'elle se manifeste. On ne peut pas faire comme si elle n'était pas là. Alors, une des façons qu'on a de se décharger du problème, c'est de refouler au niveau inconscient. Alors d'accord, c'est au niveau inconscient. Et bon, si on ne peut pas faire autre chose, ok, mais pendant que c'est à ce niveau-là inconscient, ça ne veut pas dire que ça cesse d'agir. Ça va continuer d'agir sournoisement. Ça va teinter tout ce qu'on fait. Et tant qu'on n'aura pas résolu le problème, ça se manifestera de toute façon. Donc, il y a à l'intérieur de nous une exigence de vérité et de lumière. Et tout ce qu'on ne fait pas, tout ce qu'on ne veut pas voir, en fait, d'une façon très simple, sans connotation, on peut appeler ça du mensonge. Mais qu'est-ce que c'est le mensonge? On se ment à soi-même. Sauf que c'est un peu dommage, puisque la dernière personne à qui on peut mentir, c'est bien soi-même. Parce qu'on sait bien qu'on est en train de se faire ça. Donc vous voyez, il y a une incohérence qui se glisse à l'intérieur de nous, qui va petit à petit détruire tout l'équilibre cohérent. Et quand on arrive au niveau physique, et bien c'est vraiment de la médecine, je dirais, de garagiste. On va faire changer de pièce. C'est à peu près ça le niveau, par rapport à ce que ça sera un jour. Vous voyez? Et on s'aperçoit qu'on a un problème quand on a un pneu crevé, quoi. Et je veux dire, il y a longtemps qu'on aurait dû entendre le bruit que faisait, ou qu'on aurait dû percevoir plein d'autres choses. Et on l'a en nous, cette information. On l'a entendu, on sait tout ça. Mais on fait semblant, parce que pour faire face à cette exigence de vérité, il faudrait changer tellement de choses dans notre vie, qu'on dit, oh ben non, ça va très bien. Ça va très bien, mais non, c'est pas vrai. Et de toute façon, on ne pourra pas échapper à ça. On ne pourra pas échapper. Je veux dire, c'est cette exigence, c'est la loi de vérité, la loi de lumière. Donc elle est première, et il faut l'honorer. Donc, quand les gens entrent en résonance avec cette musique, alors par l'écoute, mais bien entendu, pas une écoute de jugement, pas une écoute mentale, pas une écoute où pendant qu'on écoute on dit tiens ça ressemble à ça, puis alors oh bah zut t'es là, oui et non, parce que pendant que c'est ça, on n'est pas dans l'écoute. Et pas une écoute de jugement, j'aime pas, mais une écoute de ressenti. Ça il faut apprendre, c'est déjà quelque chose de nouveau. Alors, il se passe plein de choses en résonance dans notre corps. Alors, c'est pourquoi je m'aperçois, j'ai même oublié de dire le nom que j'avais donné. C'est la musique, j'ai appelé ça multidimensionnelle. Parce qu'elle décrit notre multidimensionnalité, toutes les dimensions de notre être, celles qu'on connaît et celles qu'on ignore. Et le professeur Duteil avait appelé ça les structures sonores holophoniques. Alors j'ai longtemps été un petit peu en opposition avec cette... ça fait plus scientifique, ça je comprends bien, que musique. Mais c'est juste aussi, je crois qu'il avait raison aussi, parce que c'est effectivement des structures qui aident à restructurer ce qui a été déformé par le mensonge, le fait qu'on ne fait pas face, et que petit à petit on se déforme. De la même façon que sur un plan énergétique, entre guillemets, notre corps peut devenir bancal. C'est-à-dire qu'il peut être immense d'un côté et tout petit de l'autre ou en longueur. Alors moi je ne connaissais rien à tout ça, comprenez bien. Mais les gens qui écoutaient la musique me décrivaient des sensations qu'ils avaient leur corps, leurs pieds qui allaient jusqu'à 3 mètres devant, ou leur corps qui était à droite immense et à gauche tout petit. Alors moi j'écoutais ça, de toute façon je croyais parfaitement ce qu'ils me disaient, puisqu'ils étaient tout à fait sincères. Ils décrivaient les sensations de ce corps, qui sont des sensations physiques aussi, mais des sensations d'une physique beaucoup plus subtile. Et donc, avec difficulté, il y avait une difficulté pour trouver les mots pour décrire ces sensations, parce que c'est des sensations nouvelles. Donc, la mise en résonance avec la musique multidimensionnelle leur permettait à ceux qui avaient besoin de résoudre ce problème de disharmonie, en ce niveau énergétique, leur permettait de le vivre, de conscientiser, puisque c'est un outil d'expansion de conscience. Donc ils le vivaient, et qu'est-ce qui transmet la conscience?
Si nous n'avions pas de sensation, nous ne pourrions pas savoir où nous en sommes. C'est la sensation qui est le véhicule d'information de la conscience. Donc, à ce moment-là, ils sentent le déséquilibre de ce corps. Et à un moment, ils me décrivaient, tous ceux qui ont éprouvé ça, tout d'un coup, ils disaient, et ils sentaient tout d'un coup qu'ils étaient remis en symétrie. Ils disaient, ah, tout d'un coup, clac, ça s'est remis en symétrie. Alors, la première fois, j'ai entendu symétrie, j'ai dit, bon, d'accord, puis la deuxième, et la deuxième fois, j'ai dit quand même, il doit y avoir un plan de symétrie pour que tout le monde décrive ça de cette façon-là. Et j'ai vu que d'autres chercheurs avaient parlé de ça. Mais il y a aussi un plan de symétrie au bas, et puis peut-être longitudinal. Bon. Mais alors, ce qui est assez intéressant avec cette approche que j'ai eue, c'est que c'est une approche vraiment globale. On n'est plus dans découpage en morceaux. C'est-à-dire que si quelqu'un a un problème, la musique, la mise en résonance avec la musique ne va pas lui résoudre forcément le problème qu'il croit qu'il a, mais va résoudre un problème peut-être beaucoup plus grave qu'il n'a pas perçu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire il faut écouter telle musique, parce que maintenant j'en ai créé à peu près 80, telle musique pour telle affection. Ce qu'a fait la musicothérapie. Elle a encore divisé le corps en points, en fréquences, en niveaux. Là, il ne s'agit pas du tout de ça. Vous avez bien compris, il s'agit d'une mise en résonance avec votre propre conscience expandée et totale, votre être de lumière. Et à ce moment-là, c'est votre propre conscience en résonance qui vous dit, qui met le doigt sur les circuits à l'intérieur de vous qui sont à corriger et qui se corrigent tout seuls. Alors ces circuits, ça peut être des circuits d'acupuncture. Ça arrive que des gens, alors à ce moment-là, ils font de l'auto-acupuncture. Ils sentent comme une aiguille, c'est même pas une aiguille, ils sentent une pression sur des points d'acupuncture. Si c'est ce circuit-là en eux qui, à ce moment-là, ce jour-là, est à rétablir. Ça peut être le niveau des chakras, ça peut être des problèmes physiques, des transmissions d'informations entre cerveau droit, cerveau gauche, entre les oreilles. Enfin, ça peut être tout. Ça peut être aussi l'information qui a été stockée au niveau inconscient, par exemple lors d'une opération. Pendant qu'on est inconscient, il se passe des choses, notre inconscient accumule ces informations, et pour lui, elles sont réelles. Et après, donc il peut se passer n'importe quoi dans une salle d'opération, tout ce que les gens vivent, tout ce qu'ils disent, l'inconscient engrange cette information. Et après, par exemple, cette information est toujours là, elle n'a pas été reconscientisée, donc elle peut, elle seule, véhiculer quelque chose qui crée du désordre chez l'individu. Si par exemple il a entendu pendant ce moment-là qu'on avait beaucoup de peine à le soigner, qu'on disait bah, il est foutu, il va peut-être nous claquer dans les mains, ou je sais pas, c'est des choses qu'on entend dans les salles d'opération. Le patient, lui, il croit que c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de temps à ce niveau-là d'un conseil, il n'y a pas de temps. Donc après en lui, il a une voix qui dit tu vas claquer, tout ça. Et donc il manifeste par des désordres. Donc à ce moment-là, de très nombreuses fois, des gens qui écoutaient la musique revivaient, reconscientisaient, revivaient physiquement ce qui s'est passé pendant l'opération et avaient aussi à ce moment-là la conscience de rétablir, c'est-à-dire on rétablissait dans le bon ordre, dans le bon sens, et donc ils n'avaient plus le problème physique. Alors là, par exemple, j'ai pris ça au hasard, j'ai absolument rien deviné. Hier, j'ai reçu une lettre qui parle de ce cas. Donc je vous enverrai des extraits. Et il y a beaucoup de cas, ils sont immenses, ils sont aussi différents que vous êtes tous différents. Et ils sont aussi, et ça fonctionne avec tout le monde, puisque c'est parfaitement unitaire, comme à la fois nous sommes tous différents, nous avons tous un chemin différent, mais nous sommes tous ce dont je vous parlais au début. Nous sommes tous un. Alors, bon, j'ai assisté à votre conférence à Grenoble début 1994. Votre musique a eu des effets bien prononcés sur moi ce soir-là. Ayant acheté vos CD, je peux dire que les premières auditions apportent beaucoup de sensations corporelles fortes qui ne se reproduisent pas par la suite que plus rarement et de manière atténuée. Forcément, puisque les sensations, c'est des rectifications d'informations à l'intérieur de l'individu. Au fur et à mesure qu'il écoute, l'information se rectifie.
s'amplifie de mieux en mieux, l'harmonisation se fait, et donc il n'a pas besoin de sentir des choses, il peut vivre d'autres choses, par contre sur d'autres plans. Bon, vos compositions garderont cependant une grande puissance. Mais je vous écris surtout pour vous raconter ce qui est arrivé à ma sœur âgée de 46 ans. Nous sommes chez elle et je vais lui faire découvrir Liberté, qui est un des morceaux, un des CD que je fais, qui s'appelle Renaissance. Elle me raconte qu'après avoir écouté ce seul morceau, à un moment donné, j'ai ressenti une douleur à l'œil gauche et un fort mal de tête qui, suite à un changement de la musique, ont disparu immédiatement. Enfin, elle voulait dire que dans la musique, à un moment, il y avait quelque chose qui s'est passé. Et donc, la douleur à l'œil gauche et le mal de tête ont disparu, éliminés, sous une forme presque palpable, comme un gaz partant de mon œil. Alors, beaucoup de gens ont décrit des phénomènes comme ça, qui voyaient une colonne de lumière, ou qui se sentaient reliés à d'autres niveaux, ou qui voyaient des énergies, mais presque palpables, qui s'échappaient d'eux. Alors, moi, je laisse aux scientifiques le soin d'expliquer de quoi il s'agit, mais c'est pas pour moi, c'est pas mon problème de dire exactement il s'agit de ça ou ça. Cela fait 10 mois. Bon, cette douleur est la même qu'elle avait ressentie lors de l'opération laser de l'œil gauche et qui avait entraîné des migraines à répétition. Depuis 10 mois, plus de migraines, plus de céphalées. Alors donc, ça montre simplement qu'on a remonté le temps. Vous voyez, aussi bien quand il nous arrive une expérience dans notre enfance qui est stockée au niveau inconscient et qu'on transporte ça jusqu'à n'importe quel âge, c'est comme si on était condamné comme dans un fleuve du temps qui s'éloigne et donc on ne peut pas remonter. Mais quand on entre dans ce niveau de conscience qui est hors temps, espace, on remonte tout puisqu'on n'est plus dans le temps, on n'est plus prisonnier de ce fleuve. Donc un des moyens de liquider ce fleuve du temps, c'est d'entrer dans ce niveau. Et à ce moment-là, on échappe à l'entropie que le temps nous fait subir de la naissance à la mort. Donc, voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que il y a tellement d'autres choses à dire, mais que c'était vraiment ça l'essentiel que je voulais vous communiquer. Donc, mon expérience au moment de la création ou de la co-création de cette musique, elle est répétable avec vous après, simplement parce que cet état vibratoire, cet état de conscience a été stocké sur une bande magnétique. Et c'est justement parce que c'est magnétique que l'information peut être transmise. Alors, donc, après, ce qui est magnifique aussi, c'est qu'on passe du niveau quantique, du niveau où il n'y a pas de temps et d'espace, où c'est immédiateté de l'information, à une bande magnétique qui, elle, se déroule dans le temps, et après, celui qui écoute repasse au niveau quantique. C'est quand même assez vite. Alors, je vais donner la parole quelques minutes à Lydie Riès, qui a le courage, je dis bien le courage, parce que j'ai demandé à beaucoup de gens de faire ce travail, de faire des recherches, d'oser montrer sur d'autres plans qu'est-ce qui se passait lors de l'écoute de cette musique, qu'est-ce qui se passait sur un plan biologique, et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le courage de le faire, parce que ce que je faisais, ça sortait de l'ordinaire, et qu'il n'y a pas de programme de recherche, et qu'il fallait avoir le courage. Donc je dis bien qu'elle a eu le courage de faire ça, à ses frais d'ailleurs, simplement d'une façon très simple. Elle a fait des prélèvements sanguins, et après c'est moi qui les ai effectués d'une façon pratique, sur des volontaires, des patients volontaires, avant écoute et après écoute, pour voir si au niveau sanguin, qu'est-ce qui se passe. C'est au moins un des niveaux. À mon avis, il se passe des tas d'autres choses bien plus incroyables, mais on voit bien que ça doit agir à tous ces niveaux. Et donc, elle a vu certaines constantes qui se transformaient, et puis il y a eu aussi une autre. Elle va vous en parler, elle va vous montrer quelques diapositives. Il y a eu aussi, donc, enfin, je la laisse parler du sang parce que c'est dans son domaine. Il y a eu aussi une autre expérience qui s'est faite de façon inopinée, comme souvent, il faut que le hasard qui n'existe pas entre en jeu pour qu'on ose voir certaines choses. Et un jour, donc, de ces prélèvements, avant écoute et après écoute, j'en ai oublié dans mon frigo. Pendant 3 jours, parce qu'on faisait tellement de recherches, j'étais passionnée, puis un jour, on en avait tellement
en information que j'étais un peu moins passionnée, du coup j'ai oublié dans le frigo, et à ce moment-là, quand j'ai aperçu, je l'ai appelé, je lui ai dit, mais ça fait 3 jours. Elle a dit, mais tant pis, envoie, on va quand même faire l'analyse, la même. Et c'est là qu'on a vu d'autres choses, qu'on n'aurait jamais pu imaginer, on n'aurait jamais pu faire exprès d'oublier le sang. Voilà. Donc je lui donne la parole. Les diapositives, s'il vous plaît. T'as pas de micro? Non, non. Bien. Il y en a un là. Oui. On ne voit pas très bien parce que bon, la lumière n'est pas très lumineuse. Ouais, bon, vous voyez des globules rouges là? Merci. Vous voyez des globules rouges? Ils sont très abîmés parce qu'ils ont perdu leur forme ronde. Ils sont bon, équimulés, on dit. Hein. Et des globules blancs ici. Qui ont perdu aussi. Qui ont perdu. Bon, je pense. Bon, ça peut être. C'est pas tellement facile de déterminer s'ils sont des neutrophiles ou des lymphocytes, des grands lymphocytes, parce qu'ils sont tellement abîmés qu'on a du mal à déterminer. Alors ça, c'est l'état normal, quand même. Donc, bon, je vous parle exactement de comment ça s'est passé d'abord. Jacotte Cholet faisait une thérapie ce jour-là. Elle avait fait des prises de sang, une prise de sang avant. 2 heures d'écoute. Après 2 heures d'écoute, elle a refait une autre prise de sang. Ces 2 prélèvements sont restés dans le réfrigérateur 3 jours, donc à 2 heures d'intervalle. Donc le vieillissement des cellules devait être à peu près équivalent si on n'avait pas eu de traitement entre les deux. Donc là, moi je m'attendais à voir que des cellules comme ça, sur les deux. Et quand j'ai lu les formules colorées au Omecrunval-Gelsa des deuxièmes, après écoute, alors là j'étais très très surprise parce que l'état des globules blancs, mais on verra plus tard, était bien. Deuxième. Oui, bon, ça c'est toujours le même niveau. Oui, c'est sans doute la même, mais c'est rien. Voilà, voilà c'est un lymphocyte. Alors voilà, après 2 heures d'écoute. Après 2 heures d'écoute, mais les lymphocytes étaient un petit peu moins abîmés parce que, comme vous le voyez, il y a très peu de cytoplasme. Donc, le noyau est plus dense, il s'abîme moins vite. Mais on voit toujours les globules rouges qui sont très abîmés. Donc, on voit bien que la forme, l'information de la forme, hein, la négantropie, ouais. C'est la forme qui est moins affalée, affaissée. La forme, c'est de l'information. Elle est plus proche d'un globule blanc à l'état frais que dans l'autre cas. Donc, là c'est semblable à l'état frais. Donc il y a eu, on a échappé à l'entropie. Oui, on a échappé au temps, on a échappé au désordre qui s'installe, alors qu'il y a 3 jours, quoi. Vous comprenez? Oui, on peut passer les autres, là s'il vous plaît, mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà, donc ça c'était après écoute, là c'est un polynucléaire neutrophile, un polynucléaire plusieurs noyaux, un neutrophile parce que les granulations sont d'une coloration particulière, et là bon, bah, il est pratiquement intact, hein, comme on les voit sur cellules fraîches. Alors qu'il devrait être complètement détruit. Vous pouvez me passer encore une autre s'il vous plaît? Je crois que c'est la dernière. Ah non, c'est terminé, bon, c'est bon. Donc, bon, là on a vraiment l'impression qu'il y a eu une information qui est passée, qui a été stockée, ou que les cellules ont été en contact avec une information. Et on a vu aussi qu'au niveau des globules rouges, bon, on avait des cellules qui se sont abîmées dans les 2 cas, vraiment de manière importante. Donc on a vraiment l'impression que l'information est stockée au niveau du noyau, donc au niveau de l'ADN. Voilà. Et avant, bon, j'avais mis en évidence une variation au niveau de l'hémoglobine et du fer, mais de manière très importante. Bon, avant de rencontrer Jacotte, que le professeur Dutheil m'avait conseillé de voir pour faire ses expérimentations, j'avais eu l'occasion de tester sur moi tous les jours mon sang. Enfin, je faisais des analyses, et en fonction des états émotionnels, j'avais remarqué des variations très importantes, dites constantes, qui ne sont pas du tout constantes, c'est-à-dire l'hémoglobine, qui pouvait varier d'un jour à l'autre d'1 gramme, et
comme ça, de manière après une émotion forte, ou les polynucléaires neutraux qui pouvaient monter de 3000 sans infection, mais simplement un travail émotionnel très grand. Donc déjà j'étais alertée, mais j'avais que ma petite expérience, et là j'ai eu la chance de rencontrer Jacob Cholet et de faire sur des groupes entiers avant et après écoute de la musique, ces mêmes analyses. Alors là c'était vraiment très très important. On a vu dans certains groupes, et ça dépendait des groupes et surtout du vécu de chaque personne, on était étonné d'abord que les groupes soient cohérents. Quand il y avait des inscrits au séminaire, c'était des groupes assez cohérents et on avait des réactions très, très importantes. Et marrant à ce niveau-là, parce que parfois l'hémoglobine montait de manière mais vraiment sensible, voire de 2 grammes dans la journée, enfin en quelques heures. Et parfois, s'il y avait des gros désordres émotionnels dans ce groupe, ça pouvait descendre. Donc on a marqué, on a mis... j'ai collectionné énormément de données. Je ne les ai pas toutes comprises encore parce qu'il y a des choses qui sont encore. Même si on a à peu près 90 données. Enfin, il fallait faire la connexion, ce qui était difficile entre le vécu intérieur de ceux qui ont écouté la musique et ce qu'on voyait dans leur et les constantes biologiques, oui. Parce que si on regarde juste les constantes, on ne voit rien. On revient au stade précédent où on a des chiffres et des données. Et puis ça voilà, il n'y a pas grand-chose. Bon, voilà. Donc tu disais quand même, on a constaté une hyperoxygénation. Hyperoxygénation et le fer qui intervenait énormément. L'hémoglobine, le fer, certainement et les globules blancs aussi, bien sûr. Alors, dans les globules blancs, c'était plutôt les neutrophiles qui avaient l'air fonctionner. Oui, les neutrophiles ont toujours augmenté de manière plus importante. Jusqu'à doubler. Ah ben oui, même au-delà de 10 000, mais comme tout le monde sait, enfin, dans le milieu médical, on sait très bien que quand une femme est enceinte et qu'il y a une transformation cellulaire, on a déjà les globules blancs qui augmentent. Donc c'est un peu en corrélation, on pense, d'un travail cellulaire en fait provoqué par les résonances du contact émotionnel avec ou autre en fait, cellulaire peut-être direct en fait, avec la musique. Et on a remarqué une fois, alors là on nous a peine de le dire dans ces périodes où tout le monde s'était tapé dessus à cause du sida, mais quand même c'est important. On avait une personne un jour, lors d'un séminaire, un jeune qui était séropositif même, qui était en traitement. Et il nous avait bien demandé de ne rien dire à personne, donc vous trouvez ça tout à fait normal. Donc on a fait la séance comme d'habitude. Et là, au lieu d'avoir une augmentation des neutrophiles, on a eu une augmentation des lymphocytes dans toute la population, dans tout le groupe. Toute l'information passée. Elle a passé, tout le monde a fait le travail. Elle a été très étonnée. Vous vous rendez compte, alors on peut dire que c'est de la prière, et il n'y a pas besoin de prier, là c'est l'être lui-même. Une personne. C'est ça la prière. L'information est passée de manière. Et personne ne le savait. Alors après, quand c'est noté tout, elle dit mais c'est dingue, tout le monde a augmenté les noms. Donc vous voyez que l'information, elle passe partout. Elle passe partout. Il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. Je crois que c'est la grande nouvelle. On est un et il n'y a pas de frontières. C'est inutile de séparer. C'est pareil pour les sciences. Les frontières, c'est pas seulement physique. Hein. C'est pareil. D'une science à l'autre, on ne peut pas se parler parce qu'on est tellement spécialisé que, vous comprenez, on a arrivé à une hyper spécialisation, un découpage de tout. Et après ça, comment voulez-vous qu'on ne voit pas le monde en termes de séparation? C'est nos propres séparations qu'on projette. On voit ce qu'on est. Alors, je crois qu'il est plus simple, c'est ça en fait, le but de ce travail que j'ai fait. Il est plus simple de travailler sur soi que de travailler sur le monde. Mais c'est la même chose. On peut chacun commencer par soi. La musique multidimensionnelle est un des outils à la disposition. C'est pas le seul. C'est celui-là que moi j'apporte. Parce que j'ai été entraînée dans cette aventure. Mais tout ce qu'on fait sur soi, tout ce qu'on élargit, toutes les frontières qu'on abolit en soi, toute cette expansion de l'être, eh bien, après, on la verra à l'extérieur. Et là, il n'y a pas besoin de grands moyens, il n'y a pas besoin de technologie sophistiquée, parce que la technologie la plus fantastique, c'est nous.
avec la musique directement. Il n'y en a pas pour longtemps. Je ne sais pas, on va pouvoir. Régis qui il y a deux musiques. Il y en a une qui est assez forte, je vous préviens, ne soyez pas surpris. Mais même si vous êtes surpris, c'est très bien parce qu'il faut être surpris quand même. Et puis la deuxième, je ne sais pas, on verra si on la passe pas selon le temps que ça prend. Hein. Mais alors, si vous allez vivre quelque chose de nouveau, c'est pas forcément. Bon, il y a un chant qui est pas mal là, mais ce ne sera pas forcément extraordinaire, mais ça sera de la conscience, ça sera de l'information. Essayez de fermer les yeux, d'oublier tout ce que j'ai dit, de ne pas attendre quelque chose de génial, parce que si vous l'attendez tellement, ça va pas arriver. L'attente va empêcher l'accès. D'être libre à l'intérieur, de respirer, de vous mettre en état d'ouverture et en état d'écoute. Et puis si on pouvait éteindre, c'est très bien. Mais c'est pas la peine d'enregistrer la musique, ça sera tout caca. Ça sera tout moche, c'est pas la peine. Ça ne fonctionne pas à travers notre micro. Alors, on est tous ensemble à la découverte de l'inconnu.